Depuis des années, la question palestinienne demeure une plaie ouverte dans la conscience internationale. Les images des flottilles humanitaires arraisonnées ou de leurs membres arrêtés continuent d'incarner la lutte d'une société civile face à un blocus illégal et à l'inaction de la communauté internationale. Ces navires symbolisent la résistance face au génocide d'un peuple et rappellent à chaque interception la fragilité du droit humanitaire et international quand il se heurte aux logiques de puissance. Parallèlement aux flottilles, un cessez-le-feu vient tout juste d'être signé par Israël et le Hamas. Le plan prévoit un échange d'otages ainsi qu'un retrait partiel des troupes israéliennes en échange de la mise sous tutelle internationale de Gaza. Mais derrière les promesses de paix, beaucoup voient dans ce plan instigé par Donald Trump un projet colonial consolidant ainsi l'emprise israélienne et éloignant les perspectives d'autodétermination du peuple palestinien. Quant à la France, qui a franchi une étape symbolique en reconnaissant officiellement l'État de Palestine, elle continue de soutenir Israël sur la scène internationale. Emmanuel Macron refuse toujours de prendre des sanctions contre les dirigeants israéliens ou de suspendre les échanges économiques et militaires. Aujourd'hui, entre les flottilles humanitaires qui tentent de se rendre à Gaza et les accords politiques, une évidence demeure. La paix ne peut se construire sur la domination et l'impunité d'Israël. La Palestine, plus que jamais, interroge la conscience du monde. Pour en parler, je reçois Rima Hassan, franco-palestinienne et eurodéputée de la France Insoumise. Alors Rima, bonjour. Bonjour. Alors tu viens de passer déjà 5 jours là dans les prisons israéliennes. Comment tu te sens ? Mais je pense que comme tout le monde, je me sens fatiguée, éprouvée de ce qu'on a eu à subir, à la fois au moment de l'interception, mais également pendant les prisons. Mais ce qu'on a tous eu aussi l'occasion de dire, c'est que ça serait un peu indécent de se plaindre, parce qu'en étant passé par ces prisons, on comprend assez rapidement les traitements qui sont infligés aux Palestiniens. Et donc, il faut plutôt utiliser notre passage dans ces espaces pour parler de la réelle détention, réalité carcérale qui est celle des Palestiniens, puisque nous, ça a été un passage de quelques jours. Mais c'est vrai que ça a été assez éprouvant. Et qu'est-ce que tu as vu justement dans ces prisons qui t'ont donné à voir ce que vivaient les Palestiniens ? Beaucoup de messages sur les murs de Palestiniens. On a retrouvé un petit mot aussi d'un Palestinien qui écrivait à sa mère vraiment sur un tout petit bout de papier qu'il a laissé, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce Palestinien, où il s'adressait à sa mère en disant qu'il était en détention administrative là depuis plus de 6 mois, qu'il était maltraité, qu'il était très malade. Et voilà, des petites choses comme ça qu'on retrouvait. Et aussi, moi, j'ai retrouvé des objets qui témoignent du temps passé dans les prisons par les Palestiniens, et donc dont un chapelet qui a été fait avec des noyaux d'olive. Donc le temps qu'il faut pour percer chaque noyau, de pouvoir rassembler le tout, et voilà. Et donc on n'imagine pas en réalité, je pense, quand bien même on a ces petits indices, les mots, les petits messages laissés, ces objets et les témoignages qui ressortent, on ne réalise pas la dureté de cette réalité carcérale imposée aux Palestiniens dans ce contexte d'occupation et de colonisation. Toi, tu étais déjà de l'aventure du Mali, on était ensemble, oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à remonter ? Est-ce que tu t'es pas dit que ça allait être la même chose ? On sait à peu près qu'il y a 90% de chances, même 99%, je dirais, que les bateaux se fassent intercepter par l'armée israélienne. Oui. Qu'est-ce qui là t'a poussé à remonter ? Je pense qu'il y avait une responsabilité. J'ai hésité, j'avais aussi une mission qui était en préparation dans les camps, donc forcément, en fonction des autres impératifs que j'avais, il fallait que je priorise. Et une fois que je suis arrivée en Tunisie, il y a aussi énormément de gens qui se référaient aux Madeleines pour avoir pris cette décision d'embarquer avec cette nouvelle flottille. Et je pense que quand on a aussi participé à une action qui a eu un écho tel en matière de mobilisation et de sensibilisation, justement, c'est important, de par sa présence, on peut aussi donner un peu de force et de courage à ceux justement qui hésitaient et qui n'avaient pas l'expérience d'une traversée. Donc on pouvait aussi témoigner, dire bon, certes ça peut être éprouvant, etc., mais c'est un devoir d'y aller et de rassurer les gens. Et puis de par aussi son statut, les uns et les autres, ceux qui, comme Greta ou les députés, on avait une responsabilité supplémentaire aussi de faire notre part pleinement avec notre mandat politique, avec notre médiatisation, notre tribune.
Et je pense aussi la dimension historique, parce que c'était inédit. Je veux dire, le Madeleine, c'était dans la continuité de tout ce qui s'était fait depuis le début du blocus. Il y avait déjà eu plus d'une trentaine de bateaux qui avaient été envoyés. Donc il y avait rien de nouveau en soi. Mais là, c'était vraiment des dizaines de bateaux envoyés, et c'était jamais arrivé. Donc tous ces éléments cumulés et la poursuite, bien sûr, du génocide, des exactions, l'impunité qui persiste d'Israël et l'entêtement de nos États à continuer à soutenir ou fermer les yeux sur ce que fait Israël et de le faire aussi en notre nom. C'est-à-dire, les États, la France, mènent sa politique en notre nom. Donc, il y avait une nécessité aussi de continuer à embrasser des mouvements de contestation, et la flottille... Cette flottille-là, en particulier, de par le nombre de gens mobilisés, de par le nombre de nationalités concernées. 43 nationalités, oui. Je crois que c'est tout autant de bateaux. Près de 500 citoyens. Voilà, c'est ça. Près de 500 citoyens, 45 bateaux. Donc, c'était aussi faire pleinement partie d'un mouvement de contestation à l'échelle internationale. Et c'était important d'y être. Et c'était encore plus important, c'était vraiment un devoir, je pense. Et ça te fait quoi de voir que la société civile se mobilise autant, là où la communauté internationale ne fait rien face au génocide à Gaza? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir autant de monde? Et je pense qu'il n'y a rien de nouveau aussi dans ça. Je veux dire, on peut se référer, quand on a en tête les luttes décoloniales ou le mouvement anti-apartheid, on a eu affaire à ces mêmes moments historiques où les États s'entêtent dans une complicité, dans une logique d'intérêt. Et c'était le cas pour l'Afrique du Sud, où la France livrait des armes, coopérait avec le régime d'apartheid. Et en réalité, c'est la mobilisation citoyenne qui a fini par remporter un rapport de force. Et le travail aussi, bien sûr, des ONG, d'experts, des Nations Unies, d'ONG qui avaient travaillé aussi sur tout l'aspect du droit international, etc. Donc là, on a les mêmes dynamiques pour la question palestinienne. On a des juristes, on a tout le travail qui est fait par les ONG pour rappeler le droit international qui s'applique et structurer les plaidoyers qui doivent être faits et embrassés par la société civile. Et je crois que la société civile, en fait, elle s'empare de ça. Elle s'empare de ce que dit Médecins sans frontières, de ce que dit Amnesty, de ce que dit Human Rights Watch, de ce que disent les Nations Unies. Et l'objectif, c'est effectivement, pour ce cas-là, comme ça a été le cas pour d'autres, de finir par gagner ce rapport de force et d'obtenir à minima un embargo sur les armes à destination d'Israël, des sanctions significatives, la suspension des accords type d'association, du programme Horizon à mon échelle au Parlement européen, et de continuer le travail de boycott aussi, puisque les Nations Unies ont publié récemment une liste étayée des entreprises qui tiraient profit du génocide, de la colonisation et de l'occupation. Donc il y a vraiment énormément de champs qu'il reste encore à investir par la société civile, mais je voulais juste simplement dire que c'est pas non plus nouveau. On est certes bien sûr étonnés, et à juste titre on dénonce la complicité de nos États, mais sur d'autres luttes, on a eu affaire à ces mêmes dynamiques où les logiques d'intérêt de certains dirigeants l'ont emporté sur le droit international, sur le bon sens et sur la justice et la libération de peuples qui étaient opprimés. Alors tu l'as dit, le Madeleine, ça a eu un écho retentissant, oui, notamment en France, mais un peu partout dans le monde. Est-ce que tu t'attendais, toi, à un tel écho? C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut le dire, prendre un bateau pour tenter de se rendre à Gaza, c'est devenu aujourd'hui le symbole du soutien des peuples face au génocide en cours et du soutien pour la population palestinienne. Est-ce que tu t'attendais, toi, à un tel écho? Non, du tout, mais en plus, on a été ensemble sur ce bateau, donc... Moi, j'ai le souvenir vraiment d'en avoir parlé autour de moi. Il y avait ceux qui me disaient bon, à quoi ça va servir, et puis ceux qui me disaient mais c'est trop dangereux, il faut éviter. Mais les premiers jours, on a eu très très peu de sollicitations médias, tout ce qui pouvait permettre éventuellement de donner plus de visibilité. Et puis toi, t'étais là avec ta caméra, t'essayais de documenter ce qui était important de documenter, etc., et de témoigner. Et petit à petit, on s'est rendu compte que, en fait, on n'avait pas forcément le soutien ou la mobilisation des politiques ou des médias. C'était même l'inverse. On a été presque insultés, en fait, on a vraiment essayé de retirer tout le sens qu'on trouvait, nous, dans cette action, en essayant de délégitimer, dépolitiser aussi cette action dans la sphère médiatique et politique. Mais, à l'inverse, la population, elle, le citoyen ordinaire,
suivaient de plus en plus, quasi heure par heure, le Madeleine. Et on a eu une mobilisation qui a été très importante, notamment aussi à travers les réseaux sociaux, et un soutien considérable auquel on ne s'attendait pas, mais qui nous a aussi permis je pense, de préparer l'après-Madeleine. Je crois que tout ce qui s'est passé après le Madeleine a eu lieu et s'est structuré. D'ailleurs, rien que le nom de certaines initiatives, Thousand Madeleine, je veux dire, on voit bien que certaines initiatives, ensuite, se sont vraiment enclenchées parce que le Madeleine a eu cet écho auprès de la population. Et au-delà de l'écho, je crois que il y avait du sens. C'est-à-dire que, contrairement à ce que certains médias disaient, mais ça sert à rien, c'est des influenceurs, c'est la croisière s'amuse, etc. En fait, les gens trouvent du sens dans ça. Et se sont identifiés à nous. Ils se sont dit, mais moi j'aurais pu y être, etc. Et donc ils nous ont soutenus à leur manière. Mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Et ça moi, personnellement, ça m'a rassurée aussi. De me dire que finalement, il y a quand même cette base des peuples qui restent solidaires, qui restent empathiques, qui restent revendicatives. Et voilà, ça a été aussi source de force, je crois. Donc, tu l'as dit, les médias, ils ont tenté de décrédibiliser l'action. Oui. Ce qu'il faut dire, et ça, je pense que c'est important pour les gens qui vont nous écouter, c'est vrai que les bateaux ramènent de l'aide humanitaire, mais on va dire, entre guillemets, c'est pas le but premier, puisque de toute façon, ces bateaux... Symbolique. Voilà, c'est symbolique. Ils peuvent pas acheminer assez d'aide humanitaire pour répondre aux besoins des Gazaouis. C'est avant tout une action politique. Oui, bien sûr, il y a une dimension politique très importante. C'est de pallier, en fait, avec les moyens dont on dispose. On aimerait, bien sûr, pouvoir amener davantage d'aide humanitaire, mais nous n'avons pas les prérogatives d'un État. Déjà, c'est des bateaux de fortune. Voilà, bien sûr, on était sur un voilier pour le Madeleine, enfin, je veux dire. Donc, on fait avec ce qu'on peut, et bien sûr que c'est symbolique, mais on fait avec les moyens dont on dispose quand on est un petit collectif de citoyens, donc en l'occurrence 12 sur le Madeleine, et même si c'est 500 personnes sur la récente initiative, ça reste très peu, je veux dire. Et puis en termes de moyens financiers et humains, on ne peut pas avoir les moyens d'un État pour acheminer une aide humanitaire conséquente et pour effectivement briser le blocus. Donc c'est vrai que la dimension politique, elle est tout aussi forte, voire même plus forte que la dimension humanitaire. Parce que c'est vrai qu'on a conscience qu'avec ce qu'on amène avec nous sur un petit bateau, ou même sur plusieurs dizaines de bateaux, c'est un pansement. C'est vraiment un pansement par rapport aux besoins de la population palestinienne, où la famine est parfaitement documentée, dénoncée par les experts onusiens et autres. Mais je crois que c'est la dimension de se dire, on se met en mouvement, et on fait quelque chose qui peut éventuellement changer la donne et qui peut aussi forcer les États. Et là où ça a été une victoire, c'est sur la récente flottille, où des États ont été contraints, c'est inédit, mais de déployer des frégates. L'Espagne, l'Italie, la Turquie. La Turquie, mais où en tout cas il y avait une surveillance accrue, et non plus une indifférence. Là où sur le Madeleine, le communiqué, même s'il n'a pas changé du point de vue de la France, mais le communiqué de la France, c'était de dire « on vous a déconseillé d'y aller, c'est dangereux, vous ne devriez pas participer à ce type d'action ». Après, sur Global Sound Flotilla, Israël s'est quand même montré, on va dire, plus offensif que sur le Madeleine, avec les attaques au port de Tunis, les attaques en pleine mer. C'est vrai, tout à fait, mais il ne faut pas oublier que moi, je participe au Madeleine. Une des raisons pour lesquelles je participe au Madeleine, c'est parce que j'ai été témoin de l'attaque du précédent bateau en eau internationale près de Malte. Et le Conscience, qui a été attaqué. Et c'était pas très différent de ce qui s'est passé sur cette récente flottille en matière d'attaque. Parce que là, c'était pareil, c'était des attaques par drone, une partie du bateau a pris feu, etc. Donc, c'est pas non plus nouveau. Donc là, on a eu d'autres attaques, mais la différence, contrairement aux autres initiatives, c'est que ça a forcé certains États, à un moment donné, à se positionner, à agir, et même au-delà, parce qu'une fois qu'il y a eu l'interception de la flottille, il y a eu des répercussions diplomatiques. Je peux citer par exemple la Colombie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec Israël suite à l'arrestation de la flottille, et la mobilisation citoyenne,
les syndicats à Gênes et d'autres. En Italie, c'est des dockers. manifestations monstres qu'on a vues. Voilà. En Espagne, à Barcelone aussi, il y avait et donc, énormément de manifestations. toutes les mobilisations, les appels des étudiants aussi à bloquer les cours, à arrêter les cours. Donc, il y a l'action de la flottille, même si, in fine, elle reste symbolique sur ce qu'elle peut apporter directement aux Palestiniens de Gaza, et je crois que les Palestiniens de Gaza le savent aussi très bien, mais ils nous soutiennent pour autant parce que ils savent ce que ça peut mettre en mouvement. Il faut vraiment le voir comme une action qui met en mouvement et qui dit aux États, vous voulez pas le faire, nous on va le faire en tant que citoyens, et on va vous contraindre à réagir et à agir dans la mesure du possible. Alors, comme on le dit, ces bateaux, ça vise à mettre la lumière sur ce qui se passe à Gaza actuellement. Là, il y a le plan Trump qui a été accepté par Israël et par le Hamas, en tout cas dans sa première phase, qui consiste à relâcher les otages des deux côtés et au retrait militaire d'Israël de Gaza. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce plan ? Alors moi, j'ai communiqué un post justement aujourd'hui là-dessus pour faire un petit récap, à mon sens, des choses qu'il faut quand même garder à l'esprit. C'est d'expérience, il ne faut pas se satisfaire de ce type d'accord, même si, bien sûr, ça représente un soulagement considérable pour les Palestiniens qui ont vécu sous les bombes et sous des actes génocidaires à répétition depuis quasiment 2 ans. Il y a eu très très peu de trêves. Ils ont célébré hier, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même l'avoir à l'esprit, que c'est un soulagement. Mais j'ai envie de dire que les seuls qui peuvent se permettre de célébrer ça, ce sont les Palestiniens. Parce qu'ils le vivent directement, concrètement et dans leur chair, ce soulagement. Nous n'avons pas le droit de nous reposer, ni de nous satisfaire de cet accord-là. Puisque nous vivons dans des sociétés, dans des États, dans des communautés d'États qui sont encore complices de l'État d'Israël dans toutes ses exactions, que ce soit à Gaza ou ailleurs, et qui ne se mettent pas encore suffisamment en action, en responsabilité, pour mettre un terme à l'impunité d'Israël. Donc, ce que j'en pense vraiment, pour résumer, c'est que c'est un soulagement, certes, pour les populations palestiniennes, au regard du contexte du génocide, bien sûr, mais qu'il faut être très attentif, premièrement, à son effectivité. Deuxièmement, il y a quand même un bémol dans cet accord, c'est que Marwan Barghouti, qui était la figure la plus attendue sur la libération des prisonniers palestiniens, finalement, ne fait pas partie de cette... n'est pas inclus dans cette liste-là. Donc, c'est quand même une perte considérable, puisqu'il était pressenti par beaucoup comme étant le nouveau leader palestinien qui pourrait rassembler, qui pourrait donner un nouvel élan à la cause nationale palestinienne. Celui vers qui tout le monde accepterait de se ranger. Ce qui se dit, c'est que, en tout cas, moi, les informations que j'ai, c'est que le Hamas voudrait lâcher le pouvoir dans la bande de Gaza. Ils n'en veulent plus. Et ils ont demandé la libération de Barghouti, justement, pour qu'ils puissent effectivement réunir les composants de la société palestinienne. Mais bien sûr, c'est pas dans les intérêts des Israéliens d'avoir une nouvelle figure comme ça qui pourrait rassembler, puisque Israël a travaillé pendant des décennies à diviser justement les Palestiniens sur les différents territoires sur lesquels ils ont été de fait fragmentés et sciemment fragmentés. Et maintenant, je veux aussi dire que ce qui nous attend, c'est aussi la justice dans le sens très concret du terme, c'est-à-dire attendre la décision de fond de la Cour internationale de justice, continuer les procédures visant à demander des comptes aux États complices. Donc il y en a en France, il y en a également en Italie, dans d'autres pays. Mélanie est concernée par l'Allemagne également. Mélanie est concernée justement par une procédure de ce type. J'ai vu ça hier ou avant-hier. Donc il faut continuer ce travail de fond. Il y a tout le travail, comme je le disais, au Parlement européen, de faire de faire cesser ce 2 poids 2 mesures coloniale, où d'un côté on a des sanctions qui pleuvent contre la Russie, et on pourrait dire à juste titre au regard de ce que la Russie fait au peuple ukrainien, mais où de l'autre côté on reste un partenaire privilégié d'Israël, et ça c'est pas acceptable. Et puis il y a toute la lutte dans son ensemble, il faut resituer, je veux dire, ce plan dans la globalité du vécu du peuple palestinien. Il n'y a pas un territoire où le peuple palestinien vit de manière viable, où il peut s'envisager comme palestinien sereinement, ni en Israël en tant que
Palestiniens de l'intérieur, ni à Gaza, ni en Cisjordanie avec la colonisation, ni dans les camps de réfugiés où les Palestiniens vivent comme apatrides depuis des générations et des générations. Donc la lutte pour la libération réelle et concrète du peuple palestinien, elle passe aussi en partie par tous ces outils de justice internationale effectifs, de sanctions et d'isolement de l'État d'Israël, comme ça a été le cas pour l'Afrique du Sud. Donc il y a aussi tout le travail de boycott, de la responsabilité des entreprises. Il y a vraiment un panel énorme de travaux, qu'il faut investir, et c'est ce sur quoi aussi j'essaie d'avancer, moi, de mon côté, au Parlement européen. On l'a dit, il y a d'abord ce cessez-le-feu qui est important, notamment pour les Gazaouis, oui. Mais il y a aussi dans le plan l'idée de mettre sous tutelle internationale Gaza. Il n'y a pas la question de la colonisation, notamment en Cisjordanie, qui est abordée. Il n'y a pas la question de l'autodétermination des Palestiniens. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'on est toujours dans cette vision coloniale vis-à-vis de la Palestine? On est dans la répétition de tout ce qui a échoué. C'est-à-dire que les Palestiniens n'ont cesse de le dire. Tout ce qui a été fait depuis Sykes-Picot en passant par la déclaration de Balfour, par le plan de partage, tout ce qui a été présenté comme étant des avancées pour la paix a été en réalité les bases, les fondements de l'échec auquel on est confronté aujourd'hui, précisément parce que ça a été fait sans les Palestiniens. Et là, on est en train de recommencer une dynamique de gestion de la question palestinienne, qui est coloniale, qui est impérialiste, qui est aussi néocapitaliste, puisque tout le projet, je veux dire, de saisir le chaos en fait qu'il y a aujourd'hui à Gaza, aussi avec des ambitions de marché, d'intérêt, de placer des entreprises, de placer des acteurs avec tous les moyens que ça demande, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment des charognards de cette cause palestinienne, qui attendent de pouvoir se placer politiquement, stratégiquement et aussi en termes financiers. Et je pense que c'est vraiment jouer avec le feu, c'est-à-dire que les Palestiniens, je suis persuadée qu'ils n'accepteront pas de se laisser justement diriger ou de se laisser encore une énième fois confisquer ce droit à l'autodétermination, qui plus est après un génocide. Enfin, je veux dire, là, on pourrait s'attendre de la communauté internationale tout un dispositif visant à écouter les victimes et les survivants d'un génocide pour pouvoir leur offrir une perspective politique qui puisse les envisager dans un avenir serein, indépendant, etc. Là, c'est l'inverse qu'on fait avec ces Palestiniens, c'est-à-dire qu'on leur impose un agenda, un énième agenda colonial, qui pour moi sera la source de d'autres chaos. Ça, c'est indéniable. Donc, il faut vraiment suivre ça de très près et aussi le dénoncer à notre échelle et rappeler que les Palestiniens n'ont pas besoin de ces visions paternalistes et qu'ils peuvent parfaitement élire, nommer des gens, mais ça suppose aussi de faire pression sur Israël et de libérer tous les leaders politiques, parce que ce qui se passe depuis des décennies en Israël, c'est que des leaders politiques, même consensuels comme Malouane Balrouti, finissent en réalité en prison. Donc quand on assèche comme ça cette population-là de tous ces potentiels représentants politiques, de tous ces leaders politiques, forcément que ça finit par se diriger par les plus extrêmes, les plus radicaux, parce qu'on n'a même plus en fait le choix de vision politique, de programme politique pour les Palestiniens. Donc voilà, je pense que comme beaucoup de gens, je pense que la meilleure option, ce serait en réalité d'imposer réellement des élections, et puis que les Palestiniens puissent choisir leurs représentants et de faire pression sur Israël pour libérer les leaders palestiniens qui sont attendus par le peuple palestinien, dont Malouane Balrouti. Je pense, honnêtement, pour conclure, que les Palestiniens ont plus envie d'être dirigés par Malouane Balrouti que par Tony Blair. Voilà, je ne pense pas être trop loin de la vérité en disant ça. Est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'Israël accepte le cessez-le-feu, ça va un peu absoudre les crimes qui ont été commis, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide? Bien sûr, je pense que les atrocités commises par Israël sont telles que le risque, c'est qu'on puisse voir
entre guillemets, cette main tendue, même si j'ai vraiment beaucoup de mal à la présenter comme ça, comme étant une avancée majeure, significative, et qui pourrait donc faire oublier tout ce qui doit être fait en matière de condamnation, de réparation, de documentation et de mémoire sur les crimes commis par Israël. Donc, et ça, c'est tout le travail que doivent faire notamment les juridictions internationales et dans la documentation, en tout cas, des crimes. Donc c'est pour ça que je disais que la décision sur le fond, sur le génocide, est vraiment très attendue, parce qu'elle servira de base pour établir les complicités, pour établir les mécanismes de réparation. Donc il y aura vraiment un tournant, je veux dire, après cette décision. Et on doit être très attentif, effectivement, sur ça, et pas se contenter, effectivement, de ce que Israël pourrait présenter comme étant une main tendue ou un effort, alors que c'est un dû pour les Palestiniens. Arrêter le génocide, c'est quand même fou qu'on le présente comme étant quelque chose de... Israël tend la main aux Palestiniens. Non, arrêter le génocide est un impératif. Et ça, il faut aussi avoir à l'esprit, quoi. Il faut cette rigueur militante, il faut cette constance militante qui consiste à resituer justement ces bases. Donc on l'a dit, il y a cet accord de cessez-le-feu, il y a aussi la France, Emmanuel Macron, voilà, la France qui a reconnu l'État de Palestine. Oui. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette reconnaissance ? Mais cette reconnaissance, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Non, mais cette reconnaissance, c'était encore une fois, je veux dire, il faut arrêter d'applaudir une avancée diplomatique, politique, qui, de fait, est tardive quand on la met en perspective avec la réalité du monde et la reconnaissance de l'État palestinien par le reste des États. Je veux dire, la France et les derniers États occidentaux sont vraiment à la traîne, en réalité. Donc, je veux dire, Macron qui se présente comme étant avant-gardiste, comme s'il était en train d'initier quelque chose, qui donnait un peu le ton, qui montrait la voie. Non, en réalité, il est simplement en retard et qu'il fait quelque chose que la France aurait dû faire depuis très très longtemps. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation de cette question de la reconnaissance, politiquement, à des fins d'invisibilisation, justement, de la question concrète et plus urgente, qui est celle du génocide à Gaza, et aussi de la complicité qui se pose, en France et dans d'autres États, et plus largement dans l'Union européenne. Donc, moi, je pense surtout qu'Emmanuel Macron s'est retrouvé... Il y a plusieurs éléments à avoir en tête. C'est que d'abord, il y a cette réalité du génocide, et qu'il fallait... il y a une pression populaire très importante dans tous les... On le voit partout en Europe, et que il fallait faire quelque chose, et donc Emmanuel Macron, je crois qu'il a saisi cette question de la reconnaissance pour donner le sentiment qu'il faisait quelque chose, mais en réalité, cette reconnaissance, elle est symbolique pour le moment, et que la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on va reconnaître ? Parce qu'il faut d'abord travailler à la viabilité de l'État palestinien pour que cette reconnaissance, elle ait du sens, en réalité. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que il faut se rappeler que les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution l'année dernière en donnant 1 an aux États pour tout faire pour mettre fin à l'occupation israélienne et à la colonisation israélienne. Donc on est arrivé à cette échéance en réalité. Et les comptes devaient être rendus à l'occasion de cette Assemblée générale. Et donc il y a une double utilisation en fait de cette question de la reconnaissance pour... 1, se dédouaner de la question de la colonisation de l'occupation en Cisjordanie. 2, se dédouaner des actions à mener contre le génocide et la complicité qui se pose aujourd'hui de manière très concrète pour un certain nombre d'États, et notamment pour la France, puisqu'elle n'a pas cessé ses collaborations militaires avec Israël et d'autres collaborations commerciales également. Donc, la reconnaissance de l'État palestinien, bien sûr, c'est un impératif, c'est un dû, ce n'est pas un cadeau. Je veux dire, j'ai pu entendre le ministère des Affaires étrangères français se féliciter, dire que la France était un pays qui avait retrouvé une stature à l'international avec cette question de la reconnaissance. Non, enfin, je veux dire, ce qui se passe avec cette question de la reconnaissance, c'est vraiment une utilisation assez cynique politiquement pour ne pas agir et rester dans l'inaction
sur les deux sujets majeurs qui se posent pour les Palestiniens et la responsabilité des États sur ces sujets, à savoir la colonisation, l'occupation et le génocide à Gaza. Et alors, au-delà d'Emmanuel Macron, politiquement, par exemple, pour la gauche, quand tu entends Glucksmann qui dit que le mot génocide ne convient pas. Moi, je fais toujours extrêmement attention sur la définition du terme de génocide. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse caractériser un génocide. Qu'est-ce que tu penses du positionnement de la gauche vis-à-vis de la question palestinienne ? Mais je pense que la Palestine est devenue l'épicentre des mouvements, des luttes à gauche. Et ça a été le cas, c'est pas nouveau, ça a été le cas dans le passé, pareil, comme je le disais, pour le Vietnam, pour l'Afrique du Sud, où c'est devenu vraiment des questions centrales, où finalement où la gauche, où les mouvements à gauche ont fini par se structurer aussi avec une vision sur l'état du monde. Et donc, pour la Palestine, pour moi, c'est aussi ce qui est attendu de la gauche. C'est-à-dire se structurer avec une vision sur l'état du monde. Et la Palestine, aujourd'hui, elle est au cœur d'un désordre mondial, d'un désordre global. On le voit, tout est remis en cause presque, tout est bousculé, que ce soit les juridictions internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit les rapports de force entre les États. Enfin, je veux dire, tout a été re-questionné avec ce génocide à Gaza. Donc, ce que j'en pense, moi, c'est qu'une gauche qui ne se structure pas politiquement avec justement l'état du monde, et donc la Palestine aujourd'hui au cœur de cet état du monde, de ce qui se passe dans le monde. La Palestine est une lecture, est une fenêtre pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Eh bien, c'est une gauche qui se trahit. Et il y a effectivement des dynamiques à gauche qui trahissent, à mon sens, des traditions qui consistaient à toujours effectivement se penser en réponse à ce qui se passe dans le monde. Et Glucksmann, je le trouve très lâche politiquement, et c'est le cas du PS, c'est ce que j'appelle moi et d'autres la gauche coloniale. C'est une gauche qui n'a pas réussi à se défaire d'un certain héritage qui l'empêche aujourd'hui d'avoir une lecture qui soit fidèle, honnête et réellement militante de la question palestinienne. Donc on tempère toujours, on veut mettre sur le même pied colonisateur et colonisé. Donc voilà, il y a une gauche coloniale qui pour moi, qu'il faut combattre sur le plan des idées et qui doit être décolonisée de l'intérieur, vraiment. Donc voilà, Glucksmann et d'autres sont révélateurs du fait que les luttes décoloniales, les luttes antiracistes, et on le voit en fait, il y a aussi plein de parallèles, c'est aussi cette même gauche qui a du mal avec le terme islamophobie, c'est cette même gauche qui a aussi du mal avec la voix des personnes concernées, c'est cette même gauche qui parfois a du mal à être à jour de ce que ça veut dire être pleinement inclusif, etc., y compris dans ces espaces. Donc voilà, c'est une lutte à mener et il faut la mener. Et il faut aussi dénoncer cette hypocrisie de cette gauche qui se revendique de grandes figures, et puis de Nelson Mandela, de Martin Luther King, et puis qu'en fait, une fois qu'elle est directement confrontée à une question coloniale, elle est incapable de vraiment la penser et la structurer comme étant une lutte à part entière à mener et à porter. Donc moi, je m'en suis pas cachée, et quoi qu'il en coûte, que ça soit de gauche ou de droite, toutes les personnes qui trahissent justement cet héritage-là, anticolonialiste, antiraciste, doivent être combattues sur le plan des idées. Est-ce que c'est pas aussi parce que, tu l'as dit, il y a toute la question coloniale d'Israël en Palestine, oui. Et la gauche, comme tu l'as dit, telle que celle de Glucksmann, veut nous faire croire que c'est de l'ancien temps le colonialisme. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'effectivement, ils sont soit dans un déni, soit ils sont vraiment dans des malversations politiques, je veux dire, visant à pas assumer pleinement leur position vis-à-vis de la question palestinienne. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une malhonnêteté, parce que la France, de par sa position historique, d'abord de par son histoire, et de par sa position historique sur la question palestinienne, a toujours eu une position néocoloniale
sur la question palestinienne, de par son soutien à Israël, mais aussi de par les choix qu'elle a fait sur le peuple, vis-à-vis du peuple palestinien. Il n'y a qu'à voir la question de la reconnaissance qui intervient, je veux dire, plus de 75 ans après la reconnaissance de l'État d'Israël par la France. Donc, il est temps vraiment que cette gauche, effectivement, comprenne que ce n'est pas parce que la France n'est plus un empire colonial qu'il n'y a pas des restes à tout point de vue, et que par ailleurs, le racisme qui sévit dans notre société, c'est le reste du colonialisme. Je veux dire, si aujourd'hui les femmes voilées sont des cibles, c'est lié à l'histoire coloniale française. Si les Noirs et les Arabes sont une cible des violences policières, sont victimes de racisme, etc., ou les populations d'origine immigrée, c'est lié à l'histoire coloniale. Donc, la manière d'appréhender la question palestinienne, elle est aussi liée à l'histoire coloniale. Et à un moment donné, il va falloir aussi avoir cette capacité à être complet dans sa manière de voir et de lire la question palestinienne. Mais ce qui est sûr, et moi c'est le message que j'essaie d'envoyer, c'est qu'il n'y a plus de concessions à faire. On a passé trop de temps à, premièrement, faire confiance à une gauche qui ne méritait pas cette confiance. Deuxièmement, à patienter indéfiniment. Je veux dire, il y a eu plusieurs initiatives à gauche. D'ailleurs, même François Hollande avait promis la reconnaissance de l'État palestinien. Finalement, il ne l'a pas fait. Donc, et je veux dire, il y a un moment, maintenant, il faut poser cette limite et qui consiste à dire il n'y a plus de concessions à faire avec cette gauche, qui est une gauche coloniale, qui doit se questionner de l'intérieur, qui doit se rénover de l'intérieur et qui doit aussi entendre ce que disent les personnes concernées. Et j'entends par personnes concernées les voix palestiniennes en diaspora, mais aussi les Palestiniens qui sont à Gaza et qui sont en Cisjordanie et qui nomment et qui sont parfaitement capables de nommer, de documenter, de se structurer politiquement en ONG. Et donc, il faut, si vous voulez parler de la Palestine, il faut entendre ce que les Palestiniens ont à dire de la Palestine et de leur quotidien. Et ce que fait malheureusement cette gauche-là, c'est qu'elle parle de la Palestine, elle investit la question palestinienne avec un agenda, je pense, qui est aussi fait d'intérêt. On a vu, ils sont arrivés très tardivement sur la question du génocide, parce qu'ils se sont retrouvés coincés à un moment donné, en voyant toutes les gauches aussi par ailleurs en Europe, parce que moi j'ai fait plusieurs interventions en Grèce, en Italie, en Espagne, invitées justement par des mouvements à gauche qui nomment le génocide depuis très longtemps. Donc, il y a aussi des calculs, en réalité, qui sont faits par cette gauche-là et qui sont indécents, qui sont vraiment indécents, et qui, par ailleurs, on investit la question palestinienne sans dire ou redire ce que les Palestiniens disent. Donc, sans être un représentant fidèle à ce que est le peuple palestinien et à ce que dénonce le peuple palestinien. On travestit sa lutte en fonction de ses intérêts politiques, de son agenda, de ses calculs. Et cette gauche-là, vraiment, elle doit être combattue et enterrée une bonne fois pour toutes, parce qu'on est dans une génération, moi j'appartiens à cette génération, pour qui les luttes antiracistes décoloniales sont les éléments les plus structurants pour aussi un vivre ensemble, pour une société qui se défait du racisme, qui se défait de tous de ce cancer qui fragmente la société, qui laisse énormément de séquelles. Et il y a eu déjà beaucoup trop de séquelles dans l'histoire coloniale française, et on en a assez d'avoir des représentants aussi politiques qui ne sont pas capables de faire le grand ménage sur ces questions antiracistes et décoloniales. Et alors, dernière question, oui. Je pense que c'est important aussi pour les gens qui vont nous écouter. C'est quelque chose encore qui est ancré, je pense, beaucoup auprès de plein de personnes, oui. De penser que ce qui se passe en Palestine et ce que fait Israël en Palestine, c'est lié à une histoire religieuse, c'est lié à un problème ethnique, alors qu'on est vraiment dans du colonialisme pur et dur. Oui. C'est un État qui veut s'accaparer les terres d'un peuple. Bien sûr. Maintenant, il y a une confusion, c'est vrai, sur la question de la dimension religieuse, parce que on a affaire à une société qui s'est structurée autour de l'appartenance juive, identitaire ou religieuse ou cumulée, et qui cible une population qui, de fait, aujourd'hui, numériquement, est majoritairement musulmane. Bien qu'il y ait une communauté chrétienne, j'insiste là-dessus, et même une communauté juive palestinienne dont on ne parle pas assez, à mon sens. Et je crois que ce qui pose le trouble, en réalité, sur cette question religieuse,
c'est aussi tout l'ère post-11 septembre de la lutte internationale contre le terrorisme qui a fait aussi de la figure du musulman une menace et tout ce qu'on a traversé aussi ces dernières années avec l'émergence de l'État islamique en Syrie, en Irak et qui a en fait finalement est venu figer dans notre inconscient l'arabe, le musulman comme automatiquement un terroriste. Et d'ailleurs, ça a été intéressant de voir qu'après les attaques du 7, il y a eu une proposition, notamment par Emmanuel Macron, même s'il a fait marche arrière très rapidement. Je crois savoir que c'est Bernard-Henri Lévy. C'est Bernard-Henri Lévy qui lui a proposé. Qui lui a proposé, suggéré cette idée qui est aussi mauvaise que sa pensée d'ailleurs. Une coalition anti-Daesh Voilà. qui inclurait... Il a proposé effectivement d'intégrer le Hamas dans la lutte qui est menée contre Daesh et donc d'associer en fait finalement d'assimiler le Hamas à l'État islamique. Donc on voit bien que du coup ces éléments de pensée-là, ces raccourcis politiques font que ça crée aussi une confusion dans l'opinion publique. Mais effectivement, il faut revenir au fait que la question palestinienne, bien qu'il y ait depuis l'émergence du Hamas et du Hezbollah au Liban, une dimension religieuse qui a investi la cause nationale. Mais c'est très récent dans l'histoire de la lutte palestinienne. Précédemment, c'était pas du tout le cas. Avec Yasser Arafat, c'était pas du tout le cas. Et les autres mouvances palestiniennes, à l'époque, étaient plutôt par ailleurs de comme le FPLP, tradition marxiste, léniniste, et donc révolutionnaire, et ne se revendiquaient absolument pas, ils ne se structuraient absolument pas autour de la dimension religieuse. Donc je pense que c'est lié aussi à la période, c'est lié aussi au fait que le Hamas a eu un écho important dans la société palestinienne, notamment à Gaza, et que du fait qu'il s'est structuré autour d'une référence religieuse, ça a accentué les confusions entre, sur une guerre qui serait entre juifs et musulmans. Et que tout ceci dans un contexte international où la figure du musulman, de l'arabe, dans cette région est présentée comme un terroriste, etc. Donc tous ces éléments-là, effectivement, tendent à penser que c'est un conflit religieux, mais même s'il y a la religion qui prend une part importante avec le Hamas, ça s'est quand même structuré autour de la question du colonialisme. Bien sûr, et c'est d'abord, effectivement, la question palestinienne, c'est d'abord une lutte nationale pour le droit à l'autodétermination, contre l'occupation, contre la colonisation, contre l'apartheid et maintenant également contre le génocide. Mais c'est vrai que ça suppose d'avoir une historicité de la question palestinienne pour pouvoir bien le structurer dans sa pensée et dans une actualité aussi importante actuellement où le seul acteur, on va dire, de la cause palestinienne qui a le plus émergé médiatiquement, c'est le Hamas. Le Hamas étant, à juste titre, présenté comme un mouvement qui se revendique d'une dimension religieuse, qui se structure autour de cette dimension religieuse, dans l'opinion, on peut très vite associer Palestiniens à musulmans, et en Israël, communauté juive, nation juive, et donc opposition entre juifs et musulmans. Mais c'est vrai que c'est très important de resituer que c'est effectivement d'abord une question coloniale, et que la Palestine, c'est d'abord une lutte nationale. Et je veux juste citer un élément pour qu'on comprenne cette dimension coloniale. Il y a plus de sionistes non-juifs que de sionistes juifs, donc, ou de juifs sionistes. Donc c'est pour dire que on est aussi dans un héritage où ce que fait Israël, ça ne se joue pas juste entre juifs et musulmans à l'échelle d'un territoire. C'est aussi un projet colonial qui est défendu au nom d'une idéologie, et il est aussi défendu au nom d'une islamophobie mondiale. Et donc, quand on voit le nombre de chrétiens évangéliques, sionistes, qui ont embrassé le projet de la colonisation totale des territoires palestiniens, en nombre, ils sont je veux dire, si on compte à travers le monde, je pense qu'il y a 10 millions, je crois, on les compte aux États-Unis. Oui, en nombre dans le monde, il y a plus de gens
qui adhèrent au projet colonial israélien qu'il n'y a d'Israéliens. Enfin, je veux dire, donc... Et à contrario, les Palestiniens, ils n'ont pas de problème avec le fait que les Israéliens soient juifs. Ils ont juste un problème avec le fait que des gens s'accaparent leurs terres. Ouais. Et là-dessus, je pense à ce que disait par exemple Henri Lorenz, voilà. en disant, mais en fait, les Palestiniens ne sont pas antisémites ou ils sont anti-occupation. Ils sont anti-israéliens, comme si... Ils disent qu'ils avaient été occupés ou colonisés par des Esquimaux, ils seraient anti-Esquimaux. Exactement, oui. Donc effectivement, les Palestiniens, et d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que je parlais de l'historicité de la lutte, parce qu'il faut revenir, par exemple, à la grève qui a été menée, les luttes qui ont été menées par le peuple palestinien contre le mandat britannique. Où, je veux dire, d'ailleurs, les Palestiniens disent souvent que cette première révolte des années 30 contre le mandat britannique, c'est la première intifada. Ils la définissent pour beaucoup comme étant leur première intifada, donc leur première grande révolte contre, là aussi, un agenda colonial. Donc, et là, ce n'était pas Israël, c'était l'Empire britannique. Oui. Donc voilà, je pense que les Palestiniens, depuis le début, sont effectivement dans cette lutte contre toute ingérence coloniale, et toute forme d'occupation, et ils continuent à lutter malgré les circonstances et malgré... Ce que je dis souvent, moi, c'est que les Palestiniens sont... La cause palestinienne est une cause décoloniale dans un monde qui se prétend décolonisé. Et donc, c'est la dimension un peu tragique de la lutte palestinienne, c'est qu'elle ne s'est pas inscrite dans la temporalité de toutes les autres luttes décoloniales, où c'était évident, en fait, qu'on pouvait avoir recours à la lutte armée, où c'était... Enfin, je veux dire, il y a eu un moment où tous les pays se sont libérés les uns après les autres, et les Palestiniens ont été pris au piège dans une double colonialité post-empire britannique par Israël et ses soutiens. Et aujourd'hui, en fait, ils sont un peu seuls au monde, quoi, dans justement la manière dont ils existent en tant que colonisés. Il y a quasiment plus... C'est un des derniers conflits coloniaux au monde. Donc, ils sont aussi très seuls dans leurs conditions. Il y a ce qu'ils vivent au quotidien, il n'y a pas véritablement d'autres peuples qui le vivent vraiment dans toutes ces dimensions de colonisation, d'occupation, de détention administrative à répétition, de génocide, d'apartheid. Donc c'est aussi ce qui est tragique dans la lutte palestinienne, et je pense que ça explique aussi certains échecs, c'est qu'ils sont dans une libération vraiment seuls, là où à un moment dans l'histoire, on était dans des libérations collectives. Merci beaucoup, Rima. Merci à toi.